Au cœur du débat donc, aujourd'hui, la problématique de la production et de la consommation locale. Où en est-on surtout avec les producteurs eux-mêmes? Et pour nous accompagner aujourd'hui, un grand homme qu'on connaît dans ce milieu et que vous connaissez certainement bien, et d'ailleurs mieux que moi. Il n'est point besoin de le présenter, mais on va le faire parce que c'est le devoir qu'il demande. Il s'appelle Michel Babadile. Bonjour, docteur. Bonjour. Comment allez-vous? Oui, ça va bien. Et merci d'être au rendez-vous. Hein. Oui, il le fallait. N'est-ce pas? De toutes les façons, on a beaucoup à apprendre, on a beaucoup à échanger sur cette problématique qui vous passionne tant, je dois dire. Alors, en réalité, qu'est-ce qui vous passionne dans la production locale? Moi, c'est l'élevage et l'agriculture. Et bon, je vais dire que je suis né comme ça. Depuis quand j'étais petit, je m'occupais des poulets de la maison, des cabris. Spontanément, c'était moi qui faisais tout ça. Après, j'ai grandi et je disais, déjà en classe de 5e, j'ai commencé par élever le lapin moi-même. Et en seconde, je vendais déjà 15 000 francs de lapin par mois. Ah ouais? Oui, je vendais à M. Villassa, qui est à l'entrée de Kourounou, là, et dans la ruelle après Média Production. Il nous achetait le kilo à 1000 francs. Et bizarrement, jusqu'à ce jour, le kilo est demeuré à 1000 francs aussi. Bien que l'aliment ait pris du prix. Ouais, donc, j'élevais les pigeons, j'élevais les poulets, les cabris. Et avec ce penchant élevage, avec aussi les activités coopératives qu'on faisait en ce moment-là, je m'étais inscrit en production animale. Et quand j'ai eu le bac, j'ai obtenu une bourse russe pour aller faire la médecine vétérinaire. Il ne pouvait en être autrement. Voilà. Et par le gel de recrutement à la fonction publique que je remercie, hein, parce que et sans ça, je ne serais pas là où je suis aujourd'hui. Ce gel a permis de me convaincre réellement que ma place était dans la production. Donc, je suis rentré au village, j'ai commencé par élever les animaux à la traditionnelle et je m'étais confronté à des questions de normes, puisqu'on médecin vétérinaire, on nous a formés dans la logique industrielle, dans la logique de la modernisation, de la spécialisation, alors que le village est dans la logique du jardin d'Éden. Donc, les normes là-bas ne marchaient pas, alors j'étais obligé de remettre en cause mes propres enseignements, les enseignements que j'ai reçus, mes convictions pour me recréer de nouvelles bases de conviction relatives à l'environnement local. Et c'est là où j'ai créé la Maison du Paysan, qui, bon, aujourd'hui, est le rêve de tout paysan africain. Et c'est le départ de la production villageoise pour la consommation nationale et pourquoi pas internationale. Bien sûr. Voilà un peu le problème. Et lorsque l'on parle, lorsque vous évoquez souvent la maison du paysan, on pense à ces animaux. Vous avez dit, vous avez recréé le jardin d'Éden. Et c'est vrai, tous les animaux, ils sont ensemble, ils vont ensemble, ils se querellent même pas. Non, la maison du paysan, c'est 14 espèces animales ensemble. Et dans la maison, nous élevons, d'abord c'est 700 mètres carrés. C'est une surface de 35 mètres sur 20, et sur laquelle nous élevons poulets, pintades, dindons, pigeons, lapins, cobayes, cabris, moutons, porcs, holacaudes, chiens, chats, tortues, et dans une synergie parfaite où les rejets des autres peuvent constituer la source d'alimentation des uns. Et ça fait que on a juste 60 lapines mères, et ça nous permet d'avoir 1800, 2000 lapins par an. Et on est autour de 2000 volailles, poulets, pintades réunis par an. On a une centaine de porcs à partir de 6 truies locales qui n'ont rien
enviés au porc importé. Ouais. Et ils pèsent 140, 160 kilos. Ouais. Nos truies locales, hein, Engraissé engraissées à la maison du traditionnelle. paysan, élevées dans l'abondance alimentaire. Ouais. À la maison du paysan, nous avons mis en place des techniques simples basées sur les lois universelles, la physiologie et le comportement animal qui permettent à 10 poules locales de produire 300 poulets vivants en 6 mois. Ça, c'est fou. À la maison du paysan, les chiens mangent avec les olacaudes. Ouais. Les olacaudes et tout le monde est ensemble peut-être. Ça, on l'a suivi, on l'a suivi tellement sur des chaînes internationales. On a vu tout ça. Alors, mais qu'est-ce qui, en réalité, comment est-ce que, selon vous, on peut booster la production locale chez nous? Parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui s'y mettent, mais n'arrivent pas encore à atteindre le niveau escompté. Ouais. Comment, selon vous, on peut y arriver? Au fait, moi, je me dis souvent que nous avons un problème d'éducation. Nous avons un problème d'appropriation des terminologies. Et du coup, on se retrouve dans l'impasse. Dans l'impasse parce que pour nous, il suffit seulement de trouver à manger. Vous voyez, quand vous êtes... quand vous n'êtes pas loin des animaux, votre besoin, c'est de manger. Et vous allez voir aussi que dans nos besoins fondamentaux, et on nous a enseigné au cours primaire, que tout le monde répète, du petit écolier jusqu'au président de la République, tout le monde dit se nourrir, se loger, se vêtir, comment on appelle, s'instruire, se soigner. Ouais. Et si vous observez bien, toutes les économies de toutes les nations sont basées sur ces 5 besoins-là. Ouais. Et quand vous êtes une nation, et quand vous êtes une nation qui exprime ses besoins au pronominal, vous voyez qu'une question d'éducation se pose. Par exemple, je prends l'exemple de se nourrir comme besoin fondamental. Tous ceux qui n'ont pas dit se nourrir, on les a renvoyés des écoles parce qu'ils n'ont pas dit se nourrir. Ils n'ont pas rajouté le se. Voilà. Mais quand vous prenez le se nourrir et que vous le rapportez à l'individu, ça veut dire que toute sa vie, il va grandir pour manger. C'est-à-dire pour lui, c'est où trouver de l'argent pour manger parce que le besoin fondamental, c'est se nourrir. Quand vous prenez se soigner, la même chose. Où trouver de l'argent pour acheter les médicaments. S'instruire, où trouver de l'argent pour envoyer l'enfant à l'école. Et comment on appelle, se loger, où trouver de l'argent pour construire une maison, où trouver de l'argent pour s'habiller. Ouais. Vous voyez, on a formaté toute la population dans cette logique-là. Je dis, si on rapportait le ceux-là à l'État, si l'État se dit se nourrir, ça veut dire automatiquement l'organisation de l'autosuffisance alimentaire du pays. Vous voyez, mais nos États africains ne se sont pas appropriés cette logique se nourrir au niveau État. Du coup, on n'a pas suffisamment de nourriture pour la consommation locale. Vous voyez. Et quand on n'atteint pas, quand je prends aussi se soigner, c'est la même chose. Si l'État dit se soigner au sommet, alors il organise la santé de la population. Et là, on peut déjà penser au système de Ramu en cours. C'est déjà une façon de voir se soigner au niveau État. Maintenant, si on enlevait le se, alors les besoins fondamentaux devenaient nourrir, soigner, loger, instruire, vêtir. Ouais. Quand je prends vêtir, le coton béninois va être transformé en habit, et vêtir les Béninois et vêtir les autres. Au Bénin. Au Bénin et ailleurs. Ouais. C'est là où la consommation devient nationale et les besoins d'exportation commencent. Quand le besoin ne sera plus se nourrir et va devenir nourrir dans la tête de tout le monde, ce n'est plus 5 cantines que le paysan va faire, mais il va penser faire 100 000 hectares. Parce que le besoin, c'est nourrir. Nourrir, il va nourrir sa famille, il nourrit son village, sa commune, son pays, et il nourrit les autres pays. Et c'est dans cette logique que les autres nous envoient leur production ici. Parce qu'eux, ils se sont inscrits dans la logique de nourrir, loger, vêtir, instruire. Vous voyez les usines pour instruire, c'est ça qui fait l'économie. Alors que pour les fils d'esclaves, se nourrir, c'est déjà l'essentiel. Donc il y a une économie des esclaves et une économie des conquérants. Et quand un pays
ne s'approprie pas cette logique de conquérant, il va rester dans se nourrir. Et puis l'autre chose, c'est que au centre de ces éléments d'économie se trouve l'homme. Et l'homme, ici, appartient à ses parents. Et qu'il dorme du matin jusqu'au soir, ça ne fait rien à la communauté. Vous voyez? Alors que dans la logique qu'il faut, l'enfant doit appartenir à la communauté. Évidemment. Et la communauté l'instruit pour que demain, il puisse être rentable pour la cité, il puisse produire. Et quand vous évaluez tout ce que chaque Béninois peut consommer chaque jour, c'est déjà des milliards. Est-ce que au-delà du fait qu'il faut changer de paradigme, est-ce que vous pensez que nous en avons suffisamment? Non, mais pour produire, il faut organiser la production. Ouais. La production n'est pas organisée. Qui doit le faire? C'est l'État. C'est des options. C'est des options étatiques. Ouais. C'est des plans d'État. C'est des plans d'État que les pays conquérants ont toujours mis en place. Par exemple, l'État dit toute la consommation intérieure va provenir de l'intérieur. Ça suffit déjà pour dire quelle surface on doit emblaver, quelle tête d'animaux on doit élever, quels sont les étudiants qu'on doit former et quels sont, etc. Donc, même le système éducatif qui forme aujourd'hui comment on appelle, des oisifs, devrait s'arriver à un plan d'État qui a comme objectif de faire telle production ou bien de faire telle exportation, pourquoi pas. Donc, quand le schéma est clair comme ça, tout le reste, ça rime, et puis l'économie marche. Mais on est dans un pays où, vous imaginez, la douane devient le poumon de l'économie. Ouais. Vous voyez que c'est foutu. Et combien de milliards sont sortis chaque année pour que la douane encaisse cette petite partie pour notre budget? Ça ne dit rien à personne. Et quand on commence par penser comme ça, on commence alors par penser organisation de l'économie interne. Et c'est ces éléments mais c'est pas leur faute, hein, c'est pas notre faute. Ouais. C'est le système éducatif qui nous a forgés. Ouais. C'est le système, c'est les environnements éducatifs dans lesquels nous avons grandi qui ont fait de nous ces cons-là, comment on appelle, ces conquis, hein, pour ne pas dire ces esclaves ou ces fils d'esclaves que nous sommes, et qui n'ont de tête que pour consommer l'instruction, consommer la santé des autres. Je dis, si toutes les herbes du village pouvaient se transformer en médicaments pour soigner les Béninois, on n'aurait pas envoyé tous ces milliards dehors. Et ce n'est pas... c'est juste de la culture simple. Docteur Babadjire, merci. C'est justement culturel. À vous entendre, on n'a aucune envie de vous laisser partir, mais les horaires sont les horaires. On aura l'occasion de revenir encore sur le même sujet. Et puis, ça nous permet d'avancer tous autant que nous sommes. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. C'est allé très vite, hein, on dirait comme une étoile filante. Merci à écart. Merci beaucoup.